Vous êtes sur le point d'écouter la partie 2 de l'interview avec Yves Citon. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, je vous suggère de retourner dans le flux des épisodes pour commencer par écouter la partie 1. Ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Et si vous venez d'écouter la partie 1, eh bien, je vous souhaite une très belle écoute pour la suite. Alors, il y a plein de choses qui me donnent envie de rebondir. Sur le sujet du standard et de l'industrie, en fait, c'est un peu comme si aussi c'était à la fois le gros sujet, le gros dos, le poison, et puis peut-être le remède dans le sens où aujourd'hui, on voit dans le design des personnes qui se mettent à avoir envie d'un standard différencié. Et en fait, peut-être que ces structures-là vont permettre d'implémenter ici et là, petit à petit, un peu plus de nouvelles matières ou de matières qui étaient jusqu'à présent pas mises en œuvre parce que toute petite quantité, etc. Mais en fait, comme ils ont les infrastructures pour, ça va pouvoir. Et donc, on va pouvoir aussi diversifier un peu l'offre et diversifier les endroits où on va pouvoir atterrir, enfin, augmenter le scope des beaux, quoi, quelque part, un petit peu, des créations. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, je crois, est lié. Et puis, vous parliez tout à l'heure du goût et du fait que quand quelqu'un aime ça, etc., en fait, il y a une violence quelque part de la symbolique du beau, dans le sens où ce côté un petit peu d'exclusion d'un groupe ou de comparaison, parce qu'en fait, je ne sais pas pour quelle raison, mais on a toujours comparé, hiérarchisé ce qui provoquait en fait, des sensations esthétiques, alors qu'en fait, on pourrait juste reconnaître la sensation esthétique qu'a l'autre et se nourrir de la différence qu'on a avec quelqu'un qui aime telle ou telle chose et quelqu'un qui l'aime pas. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est une richesse. En tout cas, on l'a pas perçu comme ça et c'est du coup un peu dommage parce que en tout cas, je vois que certaines personnes démissionnent un petit peu sur leur propre beau pour rentrer dans un groupe. Et en fait, une fois qu'on glisse ça sur un petit truc, en fait, après en cascade, une fois qu'on fait rentrer ça dans nos vies, après, bah, c'est compliqué de reprendre un petit peu notre discernement, reprendre le pouvoir, se remettre au contact de nos émotions. Quand je vous parlais tout à l'heure dont c'est plus ce qu'on aime, bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que à force d'être coupé, d'avoir plein de signaux dans tous les sens, qui font qu'on prend pas on n'écoute pas aussi comment ça résonne en nous, parce que ça c'est pas quelque chose qu'on apprend aussi à faire. Et ça reboucle après avec le plastique et le fait que, oui, aujourd'hui, il y a un gros sujet sur le plastique, la matière. Mais en fait, nous, on le voit et c'est ce qu'on fait avec notamment l'Institut pour un design soutenable là, que j'ai fondé avec lequel, depuis 3 ans, on fait des biennales qui s'appellent Amants vivants et qui montrent comment est-ce qu'on pourrait créer un art de vivre sans empreinte plastique, en fait. Et quels sont les matériaux sans empreinte plastique? Parce qu'aujourd'hui, le plastique, en réalité, la majorité du plastique qui pose problème est invisible, en fait, parce qu'il est dans les cols, dans les peintures, dans les liants, dans tous les trucs qui font que, bah voilà, on le. Et donc, il y a quand même ce sujet de l'esthétique qui surgit, parce qu'en fait, moi, il y a des choses en plastique que j'aime, mais peut-être la question aujourd'hui, c'est bah, les aimer, enfin, recontacter notre propre goût pour qu'en fait, on soit en relation vraiment avec l'objet et qu'on soit pas en relation avec la manigance ou les circuits un peu de représentation sociale qui sont à côté, qu'on soit vraiment en relation directe avec l'objet et que bah, le temps de résidence de ce plastique puisse être de plus en plus long parce qu'en fait, on l'aime. Et donc on l'aime, donc on va en prendre soin, donc voilà. Et puis si jamais un jour vraiment on l'aime plus, eh ben on va le mettre en vente. Mais peut-être qu'on y aura apporté tellement d'amour et tellement de soin qu'un autre va tomber amoureux aussi. Et c'est marrant parce que je pense que ça, c'est des choses on n'a pas conscience. Là, je donne un exemple hyper concret, mais c'est quand même mon quotidien en ce moment parce que je suis en train de lever de l'argent pour cette biennale-là. Et en fait, les personnes et les interlocuteurs que j'ai me disent, ah oui, mais nous, on est loin de vous. Ouh là là, mais c'est pas, c'est, en fait, c'est très intéressant parce que tous ces sujets-là concernent tout le monde, en fait. Il y a une forme c'est l'affaire de tous, quelque part. Peu importe notre domaine de compétences, etc., ou enfin, notre monde est rempli d'objets, tout est dessiné. Il n'y a pas un seul jour où on peut se passer de designer, en fait, ou d'architecte, ou en tout cas de toutes ces personnes qui mettent en œuvre de la matière pour qu'on puisse vivre. Donc, bah, si, en fait, la matière qui est utilisée pour qu'on fabrique notre monde, en fait, elle concerne tout le monde. Donc, c'est comme si on avait confondu aussi un peu ce qui est digne d'attention avec ce qui est perçu comme beau. Et que du coup, bah, ce qui est digne d'attention pour le sens et pour le futur demain, c'est vraiment, il faut faire beaucoup d'efforts, je pense, et puis avoir une sensibilité peut-être un peu à la marge. Pour aujourd'hui, c'est dur, en fait, de revenir, d'être centré, je trouve. Tout à fait. Là, en vous écoutant, je
prenais quelques notes et je voulais rebondir sur deux choses. D'une part, ce que je comprends de votre travail et de votre réflexion, c'est justement de pas seulement dire, ah, il y a que les artisans qui valent, les artistes, et puis l'industrie, c'est tout à mettre à la poubelle. C'est plus compliqué que ça. D'abord, je crois pas qu'on peut, avec 8 milliards d'humains, on peut pas complètement bifurquer comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a ça. Maintenant, et vous avez employé le terme, enfin, ça résonne. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis le début de notre discussion. Vous connaissez sans doute le livre de Hartmut Rosa sur la résonance, qui est justement une façon de prendre cette chose très, très intuitive, qui est vraiment de l'esthésie, ça résonne ou ça résonne pas. Ma voix résonne dans une voûte ou elle résonne pas. J'entends quelque chose, ça résonne. Mais, alors, il y a soniquement, mais après, il y a enfin, affectivement, etc. Donc, ce Mhm. concept, il est splendide. Et il est très beau parce que à la fois il est dans la surface de l'aesthésie dont on disait, c'est immédiat. Tout à l'heure je disais ça me plaît. C'est beaucoup plus intéressant, comme vous le faites, de dire ça résonne, parce que ça résonne en général quand il y a des caisses de résonance. Et les caisses de résonance, c'est justement pas que la surface, c'est ce qu'il y a derrière. Et Mhm. donc, on peut dire, c'est pas seulement mes yeux, des choses plaisent à mes yeux, des formes plaisent à mes yeux. On pourrait dire, c'est juste mes yeux, peut-être mon cerveau. Non, quand ça résonne, c'est tout mon corps qui résonne. Et après, on peut se dire, c'est pas peut-être que mon corps, mais nos corps, à nous, dans un certain groupe, dans une certaine Mhm. société, dans une Mhm. certaine classe, etc. Donc, quand on dit ça résonne, ça inclut une matérialité des sujets de la perception qu'on a souvent tendance à oublier quand on dit juste être attentif, voir, écouter, Mhm. etc. Donc c'est Et, pour ça que c'est et, et, splendide. et je voulais juste rajouter, parce que c'est marrant qu'on arrive sur la résonance aussi avec vous, parce que dans le précédent épisode avec Olivier Amand, on est aussi arrivé ici, et on se disait que, en fait, aujourd'hui, pour faire caisse de résonance, pour faire prise d'affect aussi, parce que c'est aussi un peu ça, eh ben, et ça c'est une question auquel j'ai pas la réponse, mais que, en fait, ce serait tellement intéressant de faire ce prototype un peu des deux voies pour voir ce qui se passe. Est-ce que le fait aujourd'hui aussi que le beau des créations ait été sous empreinte plastique, donc du coup on a ce vernis qui vient couper un peu l'élément vivant naturel, entre guillemets, par une peinture, un après, un vernis, n'importe quoi. Est-ce qu'en fait la résonance du matériau qui a été, oui, certes, extrait, etc., mais qui ne contient pas d'empreinte plastique, résonne pas plus qu'un matériau qui en contient? Et comment est-ce que notre corps réagit en fait à ça? Et ça, c'est une question hyper intéressante et vraiment, je ne sais pas si ça existe dans les laboratoires, si des gens ont fait ces expériences-là d'humains qui naviguent dans des intérieurs, parce qu'en fait, on vit quand même dans des boîtes toute la journée, au boulot ou chez nous, et toutes les choses qu'on achète par plein de traitements, etc., bah, en contiennent de cette empreinte. Et donc, du coup, enfin, il y a peut-être autre chose dans réserve auquel on n'a pas accès parce que justement notre mode de vie ne donne pas accès aujourd'hui de le sentir, de rentrer en résonance. Ou alors, voilà, après, moi je trouve en tout cas que j'y ai accès quand je suis dans des lieux qui ont été un peu préservés de ça, préservés du temps, qui ont été un peu figés des dizaines d'années avant. Et là, on dialogue autrement, en fait. Il se passe autre chose. Alors là, ça me met sur une autre piste qui est très belle aussi. Là, c'est pas Hartmut Rosa avec la notion de résonance, mais c'est quelqu'un de plus ancien qui s'appelait Walter Benjamin, qui parlait aussi de reproduction de l'œuvre d'art à l'ère mécanique, de sa reproduction mécanique, donc cette industrialisation. Mais il parlait aussi alors ce que moi j'appellerais l'attention architecturale. Euh, et lui, il jouait, c'était dans les années 30, hein, les années 1930, où il y avait plusieurs philosophes allemands qui jouaient déjà sur la fausse opposition entre attention et distraction. D'habitude, on se dit que si on est attentif, on n'est pas distrait. Puis quand on est distrait, on n'est pas attentif. Et que la Hmm. distraction, ça serait le contraire de l'attention. Or, sitôt qu'on réfléchit quand même une fraction de seconde, on s'aperçoit que quand on dit qu'un enfant est distrait, il est bien attentif à quelque chose, mais il est attentif à son jeu, à sa voisine, au papillon, et pas à ce que dit le professeur. Donc la distraction, c'est juste être attentif à quelque chose d'autre que ce que l'autorité nous dit qu'il faut être attentif. Maintenant, il allait plus loin, notre ami Walter Benjamin, il disait, il y a une forme d'attention-distraction, ça va être la même chose, dont on n'a même pas conscience, mais qui est essentielle dans notre quotidien. Et il prenait l'exemple justement de l'architecture. J'habite chez moi depuis plus de 10 ans. On ne peut pas dire que je sois attentif aux portes.
Il y en a peut-être une qui grince. Quand il y a une porte qui grince, ça fait comme la sirène des pompiers. Ça me dit quelque chose, ça me gêne, donc je mets de l'huile. Et puis là, je suis attentif à la porte quand ça grince et que je mets de l'huile. D'accord. Je focalise mon attention sur la porte et puis je mets de l'huile et puis ça résout le problème. Mais d'habitude, je ne suis pas attentif. Et pourtant, je me prends rarement des portes dans le nez. À savoir que les portes sont là, on sait si elles sont ouvertes ou si elles sont fermées, mais on n'y fait pas attention. C'est une sorte d'automatisme dont on peut se dire que c'est de la distraction ou dont on peut se dire que c'est une attention subconsciente, même pas consciente. Mais de fait, si on Mhm. n'était vraiment pas attentif, ben on se cognerait la tête partout. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est que cette attention architecturale qui n'est pas vraiment de l'attention parce qu'on ne se focalise pas, mais qui est justement une sensibilité à l'environnement comme tel. Je Au suis milieu. sensible. Voilà. Et j'en suis. Alors, c'est pour ça qu'on n'a même pas les mots, parce que si on dit je suis attentif à mon environnement, c'est comme si je passais mon temps à regarder telle ou telle chose. Et là, ça serait attentif égale concentré, égale focalisation. Or, non, il y a des qualités d'attention très, très différentes. Une qualité hyper concentrée, c'est de se dire, je résous une équation mathématique, et là, il faut que j'y mette tous mes neurones. Il y a des gens depuis les années 70 qui font des expériences sur ce type de concentration. Mais il y a aussi une attention ambientale, qu'on pourrait dire, qui est que même si je suis en train de parler avec quelqu'un, je suis concentré sur ce que je dis avec la personne et pourtant je ne me prends pas une porte dans la figure. Et alors cette attention ambientale, elle est très intéressante et c'est pour ça que je dérive à partir de la résonance là-dessus, parce que vous avez aussi employé là le mot de sentir. Et qu'est-ce que ça veut dire sentir? Sentir, ça peut être avec le nez. Hein, je fais attention à une odeur. Donc, il y a quelque chose que je sens, une odeur. Et puis, j'essaie. Est-ce que c'est une crotte de chien? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une fleur? Donc là, c'est une focalisation olfactive sur la source possible de ce que je sens. Mais on passe notre temps à sentir des choses dont on n'a même pas conscience. Et là, on peut faire des expériences où vous mettez une petite odeur de quelque chose, les gens ne se rendent pas compte, mais tout d'un coup, ils ont envie de manger des croissants parce que c'était une odeur qui évoquait un peu le croissant, Ah oui. etc., etc. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus pour justement stimuler des goûts. Et donc ça nous dit, et je reviens à l'aïsthésis, c'est un autre versant de l'aïsthésis, de la sensibilité non consciente, donc pas du tout l'objet de l'attention concentrée, et pourtant, on en est un peu conscient parce que, de nouveau, on ne se prend pas les portes dans la figure. Et là, les architectes sont super importants parce que, en dessinant les murs, en déterminant des matériaux, des couleurs, etc., eh ben, ils génèrent l'ambiance qui nous fait après sentir, résonner de façon stressée, de façon plus calme, de façon, etc. Et là, on a toutes ces études très, très nombreuses qui nous disent, par exemple, que si vous avez une fenêtre qui donne sur des arbres, eh ben, vous portez mieux. Hein. On prend tous les gens qui ont, enfin, plein de gens qui n'ont Mhm. pas d'arbres dans la fenêtre, et puis, autres qui ont, et puis on regarde, puis statistiquement, vous avez une meilleure chance de vous porter bien si vous avez des arbres. Et ça, c'est pas l'architecte, c'est l'urbaniste, ou peut-être l'architecte aussi. Donc, on voit que ça soit à l'intérieur de l'espace architectural ou à l'extérieur, ces ambiances, elles sont centrales. Et il y a un Mhm. philosophe allemand qui s'appelle Gernot Böhme qui théorise justement l'atmosphère, l'ambiance ou l'atmosphère. Il nous dit il faut J'adore. analyser ça comme un média. À savoir, on se dit, qu'est-ce que c'est que les médias? La télévision, le livre, Facebook, etc. Parce que sur mon écran, sur mon livre, il y a des choses qui apparaissent et qui m'enragent, qui me font réagir sur mon aesthésis. Mais en fait, l'ambiance, c'est la chose la plus importante qui vient avant tout ça, avant que quelqu'un ouvre la bouche. Vous voyez de son visage, de sa posture, etc., si elle est hostile, si elle est bienveillante, ça crée une ambiance dans laquelle justement on n'est même pas conscient, on ne se concentre pas là-dessus, comme la porte, je ne me concentre pas pour ne pas rater ma porte, mais c'est partout autour de nous. Et ça, c'est le premier média dans lequel on baigne, un médium dans lequel on baigne, et on réfléchit beaucoup, enfin très peu souvent, dans ces termes-là de création d'ambiance. Or, c'est absolument central. Et le design, il y a un design d'ambiance, je pense que il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui est très différent du design d'objets. Ça passe par des objets, ça passe par, voilà, est-ce qu'on va mettre un arbre, est-ce qu'on va mettre quelque chose, mais je crois que c'est conceptuellement assez différent et on en a d'autant moins conscience que, justement, on définit l'attention comme
une focalisation, une concentration sur quelque chose. Et ça, c'est une des grandes erreurs. Je disais, l'attention, ça veut dire plein de choses, et puis il faut essayer de faire un petit peu des sous-catégorisations et de détacher la notion d'attention de la notion de focalisation ou de concentration. C'est vraiment important parce que ça permet justement d'inclure ces réflexions sur l'esthétisme de l'ambiance ou de l'atmosphère. Non, mais c'est passionnant et en fait, c'est vrai que aujourd'hui, peut-être que les métiers de création sont devenus très normés. Donc, du coup, le côté ingénieur a un peu pris le pas aussi parce qu'il faut répondre à plein de normes pour pouvoir ouvrir, livrer et tout ça. Donc, on en parlait beaucoup dans l'épisode avec Maurice Sauzet, qui est cet architecte justement qui essaye de. Le seul conseil qu'il donnait à ses étudiants architectes, c'était de nourrir leur sensibilité pour que du coup, ils puissent créer ces atmosphères qui harmonise en fait la forme, les lieux, les gens, enfin en fait qu'il y ait quelque chose qui soit à la fois kinesthésique comme vous le disiez, puis il y a plein d'études effectivement aujourd'hui qui montrent tout ça, mais même avec par exemple la clim, je suis sûre que en fait cette sensation de froid, la manière dont on a d'être sous-ingé comme ça de clim, mais en fait vraiment c'est horrible. Enfin je pense que notre corps n'aime pas. Et donc, on aurait aussi d'autres sensations, peut-être de rafraîchissement qui viendraient autrement, machin. Mais bon, et donc tout ça, c'est après des circuits techniques qui vont devoir s'intégrer dans des appartements, dans des lieux, dans des bureaux, qui nécessitent plein d'études préalables. Ça a un coût qui va payer. Enfin bon, il y a tout un. Mais moi, j'aimerais bien. Peut-être on arrive à cet endroit. Est-ce que quelque part il y aurait parce que moi, je pressens un petit peu une forme d'obsolescence culturelle d'un certain beau. C'est-à-dire que je pense que, je me dis, si on jouait un peu à l'archéologie du goût et qu'on fouillait un peu dans le futur comme des archéologues et qu'on se disait, à cette époque, ils trouvaient que ça c'était beau, etc., je pense qu'on serait surpris. Quel est le regard que vous portez un peu là-dessus, vous? Alors, d'une part, comme vous l'avez dit vous-même, c'est clair que ces normes du beau, du plaisant, etc., ces attentes dans nos attentions, ces attentes qui préconditionnent nos attentions, elles évoluent historiquement. Donc là, Hmm. c'est clair, ça se documente facilement. Donc ça va évoluer, on est sûr que ça va évoluer. La question, c'est, alors, comment ça évolue? Est-ce qu'on peut agir maintenant pour que ça Ouais, dans évolue? quel sens? Ouais. Alors de nouveau, c'est très très complexe, mais ça a évolué en partie parce qu'on avait des artistes qui proposaient des choses nouvelles à notre esthétisme. Dans l'exemple que je passe, c'est des saxophonistes et des batteurs qui ont commencé à jouer plus vite, à jouer différemment, etc. Donc, Improviser, ouais. voilà. Et puis après, donc voilà, on s'habitue à ça, ça devient une nouvelle norme, un nouveau goût, de nouvelles attentes. Et puis, on va faire autre chose, on va utiliser l'électronique, on va faire du silence, etc., etc. Donc ça, que ça bouge. Maintenant, il me semble l'hypothèse que j'imagine derrière ce que vous faites, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça évolue dans un sens où notre résonance avec des atmosphères ou des objets qui nous semblent plaisants, et là de nouveau, à mon avis, on est d'abord dans le plaisant avant d'être dans le beau, le sublime, je ne sais pas quoi, ben ça va évoluer et on va être mal à l'aise en voyant un certain nombre de choses. Mais vraiment. Et, Enfin, mais ça, moi, je c'est crois. vraiment ce qui m'arrive, en fait, Ouais, aujourd'hui. ouais. Soit mal à 63 ans, l'aise, soit gênant, soit sans intérêt, en fait. J'ai vraiment l'impression parfois que je vis dans le futur. Et c'est d'ailleurs un peu compliqué parce que je me dis, mais you, en fait, je pense qu'il y a tellement autre chose qui nous attend et que maintenant, faut y aller, en fait. C'est bon. Enfin, on connaît beaucoup de choses et puis c'est le moment. Là, on vit plein de crises et ça va pas s'arranger. On rentre dans ce monde de polycrise. Donc, il y a des choses qui vont être un peu obsolètes, même si pour certains, enfin, il y a plusieurs mondes qui vont exister en même temps, hein, mais j'ai un peu l'impression que. Et quand on regarde aussi, parce que moi, l'exemple qui me revenait à chaque fois, c'était celui de la fourrure. Je sais pas, peut-être aussi, vous, à la lumière de toute l'étude aussi littéraire que vous avez fait, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire et comment aujourd'hui on pourrait le retrouver à plein ça c'est sur clair. d'autres Alors, matériaux, quoi, ou d'autres voilà. choses. Est-ce que la fourrure est belle? Moi, je vois quelque chose qui ressemble à de la fourrure. Je prie pour que ça soit du plastique et pas des animaux qui sont fait torturer. Et ça me viendrait même pas à l'idée d'offrir un manteau de fourrure à ma compagne. Grâce à elle aussi, je suis végétarien depuis 35 ans et donc j'ai le goût de la viande. Est-ce que ça me manque? Je sais pas. Moi, j'aimais bien les saucisses. Maintenant, il y a des saucisses en tofu qui sont ce qu'elles sont. Hmm. C'est pas vraiment le goût de la saucisse qui me dégoûte, mais c'est juste, je peux pas voir une saucisse ou voir de la viande sans avoir d'avoir développé justement cette attente, cette réaction sensible de dire, ben ça, Hmm. j'en veux pas.
Mais Donc, ça, est-ce que vous pensez que c'est culturel, ça s'apprend et que ça peut revenir, voilà? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des formes d'obsolescence, et elles sont chacune aussi très, très singulières, mais un peu, genre, il n'y a pas de retour en arrière possible? ça, je peux pas dire. Je sais pas. Est-ce qu'on va recommencer à brûler des sorcières? Je sais pas. À mon avis, non, parce qu'on est comme un tout petit peu plus malin que ça. D'un autre côté, il y a certains pays qui ont autorisé l'avortement et qui reviennent sur l'avortement. Enfin, il y a plein de choses qui font Oui, mais là, c'est collectif, mais, que mais aussi peut-être au niveau individuel. J'ai l'impression que mais quand là, on n'aime plus l'individuel, quand on n'aime plus la fourrure, c'est compliqué de la réaimer après, en fait. La vraie fourrure, par exemple. ça, je Je sais sais pas. pas, mais je dirais que, alors, c'est important ce que vous dites, mais si on parle en termes d'environnement, pour moi, on est dans des phénomènes massifs de quantité de gens qui consomment pas, et c'est ça qui font l'air la planète. C'est pas qu'une personne mange de la viande ou mange pas de la viande, et donc ces goûts, ils ont des impacts environnementaux à partir du moment où ils sont très très largement partagés. Hmm. Et là, c'est un petit peu un des problèmes qu'on a, à savoir Bah oui. tout à l'heure, vous parliez de relations, ça résonnait des relations directes, hein, des relations directes, que ça soit entre vous et l'artiste, que ça soit entre l'artiste et les matériaux, que ça soit, voilà, ces relations directes, elles sont effectivement très belles, et ça, c'est ce qui caractérisait l'artisanat, et c'est pour ça, je crois qu'on a une nostalgie de l'artisanat. En même temps, on a des gros problèmes d'échelle. On s'est habitué à des productions qui se font à large échelle. Et il y a plein de gens. Il y a une anthropologue merveilleuse qui s'appelle Anna Tsing qui a fait ce beau livre sur le champignon de la fin du monde. Et elle a un mot en anglais qui a la notion de scalable, ce qui peut se mettre à l'échelle supérieure sans que ça se transforme. Par exemple, on avait un restaurant McDonald's, je ne sais pas où, quelque part aux États-Unis, et puis on va Hmm. reproduire le même restaurant McDonald's à Hmm. l'échelle du pays et à l'échelle de la planète. Ça, c'est scalable, ça peut être mis à l'échelle. Et elle associe directement le scalable et le capitalisme. Et est-ce qu'il peut y avoir une industrialisation en dehors du capitalisme? Ça, l'Union soviétique a essayé de le faire, on sait que ça peut se faire, mais est-ce qu'il peut y avoir une industrialisation dont la mise à l'échelle ne soit pas destructrice Ouais, du des standard rapports différencié. sociaux, voilà, des rapports sociaux, des modes de production, des environnements, des ressources, etc. Ça, c'est une énorme question. Et j'espère qu'on pourra répondre oui, mais c'est votre boulot, là, c'est à vous de nous montrer qu'on puisse répondre oui. Je sais Je pas. suis pas On pose la complètement question. sûr que oui. Voilà, moi j'espère que oui, mais Ouais, bah, je suis nous pas aussi, on vraiment espère. convaincu que ce soit le cas. Et alors après, l'obsolescence culturelle d'un certain beau, de certains goûts, ça je crois que ça a toujours été comme ça, et maintenant c'est notre rôle historique d'essayer de faire que ça soit certaines choses qui soient obsolètes et pas d'autres. D'un côté, moi, je vois plein de filleuls ou des gens de deux générations plus ou moins après moi qui sont fanatiques de la Formule 1. Je dis la Formule 1, c'est quoi? C'est juste brûler de l'essence sans aucune raison parce qu'on tourne en rond. Et c'est la cérémonie du brûlage de l'essence voilà, pour la beauté de ça. Donc il y a un côté pyromane, hein, c'est des artistes qui parlent d'images pyromanes, et ils sont fascinés par ça. Donc, si ils avaient ce nouveau goût de l'obsolescence de trucs environnementalement absurdes, ils n'aimeraient pas ça. Et pourtant, ils l'aiment. Donc là, moi, je suis assez toujours à me dire qu'il faut espérer, qu'il faut faire ce qu'on peut. Et des fois, j'ai vraiment envie de pleurer. Mais il faut Hmm. continuer à espérer. Et il faut peut-être se dire c'est à nous de proposer d'autres choses Bah, en qui fait, ne c'est soient ça. pas le plaisir de brûler de l'essence, des choses Ah, qui c'est fassent que, rire, qui soient bien sûr, sympas, qui exaltent les gens. Et ça, c'est la bien sûr. responsabilité de chaque génération. Bah, c'est en ça, moi, je pense que ce que moi j'appelle un peu fourre-tout, le beau de réserve est important. C'est qu'en fait, on va pas quitter des désirs si on peut pas atterrir dans un autre désir aussi sympa et aussi sexy, quoi. Et on en parlait aussi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du rôle des marges? Parce que si on reprend, moi, ma petite hypothèse de dire que on a des esthètes aujourd'hui qui enfin voilà, ces informations concernant la matière et tous les enjeux qui entourent le beau se font muter leur goût, la représentation du beau, etc. Donc ça veut dire que potentiellement elles vont plus être consommatrices d'une certaine esthétique qui, en fait, de façade correspond encore à leur esthétique ancienne, mais quand elles prolongent les engendrements en cascade de d'où vient la matière, bah, en fait, elles se disent, bah, c'est plus en accord avec mes valeurs, ou ça fait plus résonance parce que je rentre plus en relation parce qu'en fait, il y a du plastoc dessus, parce qu'il y a, voilà, mille raisons. Est-ce que ça devrait interpeller, je sais pas moi, davantage les réunions stratégiques RSE, les boards de grandes entreprises, ou en fait, parce que aujourd'hui, je pense qu'ils se disent c'est une micro-marge, en fait, ces gens, c'est pas nos clients, les purs esthètes, en fait, vraiment, on s'en fout.
Je ne sais pas, vous, quelle est votre intuition là-dessus? Alors, moi, je distinguerais dans les marges, dans le petit nombre, vous dites c'est un petit nombre, etc. Je distinguerais, ça c'est une catégorie qu'on peut reprendre des philosophes comme Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui opposent le mineur et le majeur. Donc, on peut dire marge et mineur, c'est un peu la même chose. Majeur, le majoritaire, etc. La façon dont il le définissait, c'était que le majeur, c'est justement ce qui donne l'étalon ou la norme des attentes majoritaires. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, dans le pays dans lequel on vit, le football, la Formule 1, etc., c'est du majeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là. Et puis, si vous êtes une star de Formule 1, vous êtes au sommet du monde, etc., etc. Donc ça serait le majoritaire. Le mineur, il est par définition, il est toujours marginal et au temps zéro, insignifiant commercialement. Voilà. En revanche, il y a une dynamique à travers le temps qui fait que le majeur a tendance à tourner en rond, cherche toujours à se renouveler, voilà, à dépasser des fois ses contradictions, et que c'est à partir alors, des marges ou du mineur que on peut parler de récupération, hein, que les Mhm. choses sont récupérées et deviennent majeures. On peut se demander aujourd'hui, moi je parlais de végétarianisme, quand je suis arrivé en France en l'an 2000, quand vous allez dans un restaurant, vous dites que vous êtes végétarien, les gens vous regardez comme ça et vous donnez des haricots bouillis parce qu'il n'y avait rien Ouais, d'autre. vous étiez En puni. 20 ans, voilà. Et c'était vraiment le mineur du mineur. Aujourd'hui, végétarien, ça reste, je crois, une minorité dans ma statistique, mais au moins, la plupart des restaurants ont une option végétarienne, ils mettent un petit V, etc. Donc c'est en train de sortir de la marge invisible pour devenir toujours mineur, mais une marge qui commence à compter. Et on peut, alors je sais pas moi je vois pas l'avenir, mais on peut imaginer que dans 50 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ça devienne majoritaire et ceux qui bouffent de la viande ou des poissons, ils soient un peu bizarres, mais pourquoi pas, etc. Donc là, on sent ce mouvement de dynamisation du majeur par des choses un petit peu extérieures. Que ça soit des raisons que ça devient sexy de faire certaines choses bizarres, ou que ça soit pour des raisons de conviction, on sait qu'on va pas pouvoir toujours manger autant de viande, etc. Il y a plein de raisons, mais ce passage et là je citais Deleuze et Guattari parce que eux, ils s'intéressaient au mouvement inverse, à savoir, ils disaient devenir mineur, c'est une façon justement de devenir artiste, de faire des choses intéressantes en tant qu'artiste. C'est s'identifier à ces populations, et pas de s'identifier, mais de participer au mouvement contestataires, au mouvement novateur, etc., de ces marges ou de ces populations qui sont, alors c'était les populations gays, les populations racialisées, etc., qui doivent se battre, parce que c'est des minorités et qu'elles doivent se battre, elles ont une énergie créatrice qui est plus forte que les majeurs qui sont assis sur leurs fesses en train de manger leurs saucisses. Et cette énergie créatrice-là, elle va dynamiser les arts, elle va dynamiser le design, elle va dynamiser toutes ces choses-là. Donc il y aurait à la Mhm. fois un devenir mineur pour celles et ceux qui s'entichent de création, et puis il y aurait une récupération dans la majorité pour ceci. Et là, la récupération, c'est vraiment quelque chose de bien, à savoir que ça, c'est des choses Ouais. qui étaient Mais, contestataires, qui étaient marginales, qui deviennent, puis après, il y en a d'autres qui vont mm. les contester. Mais du coup, parce qu'en fait, là, ça veut dire qu'il faudrait augmenter les partages, enfin, que ces marges-là, quelque part, qui arrivent à restituer un peu du trouble là où il y a vachement de normes et de rigidité et que bah, elles voient autre chose que ce que beaucoup de monde voit, entre guillemets. Comment est-ce qu'en fait elles arrivent à partager? Parce qu'en fait, moi, je crois beaucoup à la mise en circulation de ça et au fait de partager bah, nos rôles modèles, partager les gens qui nous inspirent, partager, voilà. Alors que en même temps, on comprend qu'il faut qu'on fasse attention à notre attention et qu'il y a toute une machine qui va pas vraiment dans le sens, enfin, du coup, comment on Absolument. fait? Alors, moi, je dirais que le premier principe, et c'est bien qu'on y arrive à la fin, c'est de se douter du fait que mon attention ne m'appartient pas. Mon Mhm. attention ne m'appartient pas. Mon attention, elle est hantée, elle est conditionnée, elle est populée par plein d'idées, plein d'images, plein de choses qui me viennent du passé, qui me viennent des normes majoritaires, qui me viennent de tout ce qu'on a fait aux animaux, qui me viennent de l'extractivisme industriel, etc., etc. Et ça a peuplé mon imaginaire. Et donc, quand je fais attention, c'est ça qui fait attention à travers moi.
Et bah, c'est pour ça qu'on est socialisé, hein. Être socialisé, c'est avoir incarné, incorporé un certain nombre de normes. Et si on fait tout exactement à l'encontre de tout le monde, bah, on va pas vivre très longtemps. Donc ça, c'est comme ça, c'est la condition sociale de l'humain. Mm. Parmi ceux-ci, ce à quoi on peut dire, on peut faire attention, c'est dans ce à quoi je fais attention, justement avoir une réflexion attentionnelle, une sorte de se regarder, se poser la question à quoi je fais attention, pourquoi si je peux savoir, souvent je ne peux pas savoir, mais surtout, quels sont les effets du fait que Mm. je fasse attention à ça. Et là, enfin, j'ai fait tout ce livre sur l'écologie de l'attention, c'est justement pour ça. Et il me semble que, moi j'ai fait dans les années 2010, que le fait que vous m'interviewez maintenant pour des questions sur l'attention, ça veut dire qu'en 10 ans, on a beaucoup plus pris conscience du fait qu'il y ait une économie de l'attention, que ça pose des Mm. problèmes, que ça se fasse vendre, que ça se fasse capter, etc. Donc là, 10 ans par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est super rapide. En Ouais. 10 ans, on a développé cette cette réflexion sur notre attention, qui pour moi est déjà un très très bon signe. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, ça ne veut pas dire qu'on sait quoi faire, mais au moins on se méfie. Mm. Et quand je disais mon attention ne m'appartient pas, c'est de savoir qu'il y a dans ce à quoi je fais attention, il y a un peu de moi. Vous parliez d'unique, de singularisation, etc. Ben justement, c'est un travail quotidien, à la fois d'essayer L'écologie intérieure. Ouais, oui, tout à fait. Et à la fois, mais je veux dire, ça va dans les deux sens. C'est à la fois Mm. de se conformer à certaines attentes, parce que moi, je suis pas le premier végétarien, je me suis conformé à des attentes de végétarianisme de personnes qui m'ont convaincu, de gens qui ont écrit des textes là-dessus. Donc, je suis pas du tout original. C'est une forme de conformisme que contre la majorité de devenir mineur végétarien. Donc là, c'est pour se méfier de ce qui, à la fois de certaines formes de socialisation, mais avec d'autres formes de socialisation. Donc, où je suis, moi, là, je sais pas, je suis une sorte de questionnement constant. Où est-ce que ça serait bien maintenant de diriger mon attention, et pour moi, et pour mes proches, et pour les milieux dans lesquels je vis, et pour les générations à venir. Et c'est ce questionnement constant dont je crois qu'on commence à le faire un peu plus, qui ne va pas nous sauver, mais qui est une condition de survie maintenant. Mm. Merci beaucoup pour votre temps. Merci C'était Hélène pour passionnant, vos discussions, tout à fait. Ouais. Merci passionnant, beaucoup. passionnant. Bonne continuation de votre travail. Et effectivement, vous êtes à une jointure qui est très importante, je crois, pour Ouais, les c'est siècles à passionnante. venir. Voilà. Mm. Merci Merci, beaucoup. merci infiniment.